s'assurer que la sécurité est à un niveau attendu sur l'ensemble de son périmètre d'application. Et pour ce faire, tout simplement, il doit se doter de référentiels de mesure, des référentiels qui peuvent être applicables sur son périmètre. On va avoir aussi des standards. Et en fait, ça va naturellement alimenter un référentiel en interne qui va reprendre l'ensemble des mesures de sécurité qui doivent être appliquées. Et en fait, tout simplement, ce référentiel-là peut être décliné en politique de sécurité. Donc, une PSSI. Et ça va être l'outil principal du RSSI pour s'assurer que tout ce qui existe dans son périmètre est bien conforme. C'est-à-dire qu'il va tout simplement mener des audits par rapport au référentiel de la politique qu'il a créé, qu'il a rédigé sur la base de sa veille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut continuer. Je pense qu'on peut avancer Très bien. Sur la suite. Ça paraît bien. Oui. Ouais, super. Alors, donc on va passer donc deuxième chapitre, donc l'intégration de la sécurité dans les projets agiles. En fait, ici, on va aborder un cas d'usage qui va montrer comment pourrait s'intégrer ce type de démarche dans un projet tourné autour du développement applicatif. Donc là, on va vraiment rentrer on va plutôt présenter du concret. Et ça va peut-être permettre de répondre à certaines questions que vous aurez pu avoir. Alors, rapidement, la méthode agile va se découper en plusieurs phases qu'on va appeler sprint. Et en fait, c'est au cours d'un même sprint qu'on va avoir 6 phases sur laquelle on va amener notre vision sécurité. Donc, ces 6 phases, vous les voyez apparaître à l'écran. Donc, la première, initialisation, puis la conception. Ensuite, la priorisation, pour finir, donc le cœur du sujet, le développement, suivi des phases de test avant une livraison. En fait, ici, pour chaque étape, on va essayer d'identifier ce qui pourrait être fait d'un point de vue sécurité. Alors, sur cette partie d'initialisation, donc la première, on va surtout planifier les chantiers du point de vue fonctionnel. Et en fait, on va définir des enjeux stratégiques sur cette base. Pour pouvoir en fait aussi identifier du point de vue de la sécurité les différents impacts associés, on va se servir donc de ces différents enjeux. Et on va associer en fait aux différents chantiers fonctionnels donc le niveau de sécurité qui sera en fait fonction de la criticité qui sera identifiée. Donc ça, c'est donc pour la première phase. Sur la phase de la conception, en fait, là, l'idée, ça va être de spécifier donc des user stories, des cas d'usage, qui vont exprimer les besoins des utilisateurs. En fait, l'objectif ici, d'un point de vue de la sécurité, c'est d'identifier en fait en parallèle de ces cas d'usage fonctionnels ce qu'on va appeler des evil user stories, tout simplement des usages malveillants qui pourraient être possibles. Et pour répondre à ces evil user stories, des security user stories. Je suis désolé pour les acronymes qui apparaissent, donc EUS et SUS, qui vont permettre en fait de décrire des mesures qu'il faut adopter pour que donc les evil user stories qui est identifié ne se produisent pas. À la phase qui suit, donc la priorisation. L'idée, c'est de sélectionner les user stories et les security user stories que l'on souhaite implémenter lors de la phase de développement, donc par ordre de priorité. Et c'est lors de la phase de développement donc, qui suit qu'on va tester en fait en continu que ce que l'on développe le soit de manière sécurisée. Donc, on va mettre en place des processus de revue de code, de scan de vulnérabilité, etc. Ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Et l'idée, en fait, ça va être de s'assurer que de bout en bout, on a bien du développement qui se fait de manière totalement sécurisée. En sortie, donc, j'ai oublié une partie, donc la phase de test. Donc l'idée, voilà, comme je l'ai dit précédemment, l'idée, en fait, c'est de développer puis de tester afin de s'assurer qu'on est bien conforme à ce qui est attendu initialement. Et ensuite, en sortie, lors de la livraison, en fait, la personne qui est désignée comme responsable du risque peut ou non accepter les security users stories qui sont intégrées en fonction de leur impact sur la réduction du risque qu'elles apportent ou non. C'est-à-dire que si on ne réduit pas suffisamment son risque,
Et ben, lors d'un second sprint, on peut considérer ce risque comme étant toujours existant et améliorer la sécurisation autour de ce risque en proposant donc toujours plus de nouvelles mesures. Alors, rapidement, on peut vous rappeler donc les définitions de user stories et leur pendant malveillant, donc les evil user stories. En fait, l'intérêt d'opter pour une telle approche, c'est qu'elle se veut pragmatique. En fait, on va vraiment identifier le fonctionnement de la vulnérabilité au travers de l'evil user story. On peut estimer ses impacts et ça va permettre de prioriser vraiment plus facilement les actions correctives qu'on doit développer en premier. Et en fait, au fur et à mesure des différents sprints, c'est les evil user stories qu'on va identifier pour voir leur niveau de risque se réduire petit à petit, de manière incrémentale. Alors, avec ce qu'on vient de présenter, je pense qu'il est pertinent de passer rapidement sur ce qu'on appelle l'intégration continue et de voir quels moyens concrets on peut mettre en œuvre pour améliorer la sécurité dans un contexte de développement applicatif. Alors, donc le b.a.-ba de l'intégration continue, ça va être le fait de compartimenter par environnement très distinct en fonction des étapes de développement et de conception. Alors, en fait, dans l'état de l'art, on va retrouver généralement 4 environnements qui sont représentés. Donc, l'environnement de développement, l'environnement de recette, celui de pré-production, ainsi que celui de production. Alors, l'environnement de développement, tout simplement, c'est celui où on va concevoir l'application et mener l'ensemble des tests. Dans la partie recette, en fait, on va permettre de valider que le produit qui est livré remplit bien le cahier des charges. Et en pré-production, en fait, on va s'appliquer à vérifier que le produit qui est livré est techniquement valide à des fins d'installation et d'exploitation. Alors, ce que l'on souhaite sur l'environnement de pré-production, c'est qu'il soit iso-production, en fait, c'est-à-dire qu'il soit conforme en tout point à l'environnement de production. Donc, ça va sous-entendre les mêmes configurations, les mêmes interfaces avec les autres réseaux, les mêmes versions des applications et des OS, etc. Et enfin, donc l'environnement de production où notre applicatif va être exécuté de manière opérationnelle. Un point intéressant, je pense, qui est à noter, c'est que les données qu'on utilise en production ne doivent jamais quitter cet environnement-là. En fait, pour les tests qu'on va mener en pré-production, en développement de recettes, on va préférer utiliser des données de test, donc des jeux de test, donc des données fausses qu'on va créer pour l'occasion, ou alors des données de production qu'on va anonymiser. Donc, s'il y a une certaine cohérence dans les données à garder. Donc, l'idée de l'anonymisation, c'est de retirer toute donnée personnelle, s'il y en a, ou toute donnée métier lisible, si elle devait exister. Donc, sur cette slide, on peut voir quelques bonnes pratiques qu'il conviendrait de retenir et d'appliquer. Donc, lorsqu'on fait du développement, donc l'utilisation d'un gestionnaire de version qui va permettre de tracer les modifications plus aisément et de pouvoir s'y retrouver dans les différentes versions du code applicatif qu'on produit. Dans un second temps, la gestion des secrets de données sensibles, tout simplement, en fait, l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe qui va permettre de stocker et de chiffrer l'ensemble des secrets et d'assurer donc leur sécurité. En dernier point, on peut noter que de mettre en place des mécanismes de signature pour les soumissions de code, donc tout ce qui va être des push, ça va permettre d'imputer les actions aux bonnes personnes, et donc de pouvoir vraiment tracer les actions qui sont effectuées. Il faut aussi noter donc, la réalisation de tests unitaires. En fait, ceux-ci vont être efficaces pour mettre en évidence des comportements non attendus sans l'intervention de facteurs extérieurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre et de compartimenter le bout de code qui nous intéresse et de vérifier que dans son fonctionnement tel quel, il répond exactement comme il est attendu. Ce genre de test va permettre souvent de détecter une anomalie ou un comportement qui n'est pas attendu, qui aurait pu à terme créer un défaut de sécurité, qui aurait pu amener donc à une vulnérabilité exploitable. Un autre mécanisme qui va ajouter un bon niveau de sécurité lorsqu'on fait du développement, c'est l'analyse de la qualité du code que l'on produit. Donc, il va y avoir différents critères qui permettent de juger de cette qualité, hein. On va avoir la sécurité donc, qui est embarquée, sa maintenabilité ainsi que sa fiabilité. En fait, on va avoir des outils dédiés qui vont permettre de faire cette analyse. Et en sortie d'une telle analyse, on va retrouver un rapport qui va mettre en évidence des défauts et qui va proposer des solutions de remédiation afin de les corriger.
Par exemple, SonarCube, qui est un logiciel libre et qui permet d'analyser la qualité du code. L'avantage que propose cette solution, c'est qu'il supporte une multitude de langages, comme vous pouvez le voir sur cette slide, ce qui va le rendre d'autant plus facile à intégrer dans un processus de développement, si on développe sur différents langages, sur une même plateforme. Ensuite, un autre test qu'on peut réaliser, donc les tests de sécurité. En fait, ici, l'objectif, ça va être de tester dans des conditions d'utilisation les limites de l'application d'un point de vue sécurité. En fait, l'idée, c'est de simuler une batterie de cas d'usage automatisée au travers d'une solution qui vont venir essayer d'exploiter des probables vulnérabilités qui pourraient exister. Donc, à ce stade, lorsqu'on effectue ce genre de test, en fait, c'est que toute vulnérabilité qu'on arrivera clairement à identifier et qui aurait pour impact de mettre en péril, que ce soit les données traitées ou le fonctionnement de l'application en tant que telle, vont être en fait des points qui sont bloquants et qui doivent être remédiés avant toute mise en production. Alors, pour citer quelques solutions qui permettent ce genre de test, on va retrouver donc OWASP Zap, Burp Suite ou bien Checkmarks. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ces tests, bien qu'ils, pour la plupart, vont reprendre ce qu'on appelle des tests d'intrusion, ils vont les effectuer en fait de manière assez précise sur certains composants en particulier. Donc, le fait d'utiliser ce genre de test ne remplace aucunement des audits de sécurité dits traditionnels qui vont avoir une approche beaucoup plus fonctionnelle. En fait, ici, on est vraiment sur une batterie de tests qui est automatisée, alors que l'approche par test d'intrusion, par exemple, par audit, donc qui est faite par un humain, va prendre en compte le contexte, va prendre en compte des vulnérabilités que ce genre de solution ne prendrait pas, enfin ne considérerait pas. Donc, assez rapidement, on va aussi retrouver tout ce qui, d'un point de vue fonctionnel, va être les tests d'acceptation et d'IHM. Donc, IHM pour interface homme-machine, ce qui va permettre d'assurer que le fonctionnement est conforme à l'attendu, par rapport au cahier des charges, sur l'aspect fonctionnel. Donc, pour terminer sur cette rapide présentation des différents tests que l'on peut mettre en place, on va retrouver aussi le test de charge qui permet de s'assurer que la robustesse et la résistance de l'application correspondent à l'attendu en fonction de la charge qu'on va lui soumettre. Ces tests, en fait, peuvent rendre indisponible l'applicatif, donc ne doivent pas être réalisés sur des environnements de production. Alors, pour terminer donc, sur ce second chapitre, on va aborder le sujet de la qualification, donc des Evil User Stories, et l'impact que peuvent avoir ou non sur la mise en production. Et en fait, c'est de classifier ces Evil User Stories et donc et du coup de pouvoir les évaluer les unes par rapport aux autres. Donc, selon nos critères, chacun va pouvoir définir les critères sur lesquels il s'appuie. On va retrouver donc des Evil User Stories qui sont à des niveaux qu'on va considérer comme très élevés ou critiques. Et si l'une d'entre elles, en fait, devait subsister malgré la mise en place de l'ensemble des mesures de sécurité, en fait, ça va de facto amener un no-go sur la mise en production, parce que le risque est beaucoup trop important et on ne peut pas se permettre de garder ce risque existant sur de la production. Donc l'idée, là, en fait, c'est de se faire accompagner par des pen testers, donc ceux qui effectuent les tests d'intrusion, pour voir si on ne pourrait pas procéder à mettre des remédiations un peu plus lourdes que les tests que l'on vient de présenter. Donc voilà, c'était concernant cette partie qui traitait donc, de l'ISP dans un cycle agile. Je pense qu'on va prendre un petit temps pour répondre encore à quelques questions et donc un nouveau sondage, c'est bien ça. Tout à fait. Je vous invite peut-être à reprendre vos ordinateurs, vos téléphones, pardon. Et on va retourner sur le même quiz que tout à l'heure. Donc, vous avez même juste besoin de retourner sur la page précédente. Je vais vous réafficher de toute façon. Je vais vous réafficher le petit code pour ceux qui auraient perdu la page. Et la question suivante, est-ce que je partage bien mon écran? Oui, on voit bien ton écran. Merci. Et la question suivante, c'est encore à nouveau un nuage de mots. En développement agile, donc, quelles sont les bonnes pratiques en matière d'intégration continue de la sécurité dans les projets? Ça fait écho à ce que tu présentais juste avant.
Voir un petit peu ce qui a été retenu. Pareil, au format nuage de mots, on vous demande de mettre quelques idées sur ce sujet-là, que nous, on voit ce qui fait écho chez vous et qu'on puisse également se resservir de ces données-là derrière, voir ce qui vous impacte le plus, que vous retenez le plus de cette session-là. Et tester, bien sûr. Intégration continue. Le modeste revient très souvent. Sous toutes ses formes. C'est ça. Ouais, tests de sécurité, tests d'intrusion, en effet, t'en as parlé. Il y a aussi un mot, j'ai vu, on a SSI dès le début, ça revient à l'anticipation, à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Ah, ça parle d'automatisation. Ce qui permet de gagner en fiabilité, puis en temps également, l'automatisation, c'est ça. Ok. En tout cas, principalement le mot testé. Donc, je pense que le message est bien passé. Effectivement, aussi, on a le mot intégration continue qui revient pas mal parce qu'en agile, l'objectif, c'est d'intégrer continuellement et de tester de manière itérative sur, on va dire, l'ensemble de votre produit et effectuer, on va dire, pas mal de batteries de tests, que ce soit, par exemple, des tests, on va dire, globalement en boîte blanche, donc juste à partir du code source, jusqu'à des tests, on va dire, en boîte noire, où donc là, vous avez juste, par exemple, l'application qui est directement disponible et on se met dans la peau d'un attaquant à faire des tests et essayer de pénétrer dans celle-ci. Il y a les mots aussi environnement et plusieurs environnements qui sont revenus, et c'est vrai que ça fait écho à ce que vous dites aussi, hein, la base pour pouvoir faire des tests, c'est d'avoir plusieurs environnements et ne jamais mettre les données de production sur les... C'est ça. Sur les... Effectivement, ça, c'est des grosses vulnérabilités où justement, généralement, on va dire, les environnements de test peuvent être moins sécurisés et du coup, un attaquant pourrait les cibler en priorité pour extraire ces données et après en faire une utilisation malveillante ou les revendre. Et donc, c'est pour ça que l'anonymisation ou la pseudo-anonymisation, on va dire, permet de limiter les effets de bord sur ces environnements cibles. Surtout dans nos cas, quand on traite des données qui sont sensibles comme des données de santé. Exactement. Bien ça. Si je passe à la suite, on avait une autre petite question sur cette section-ci. C'est lors du développement de vos projets, est-ce que vous adoptez une démarche agile? Ça, encore une fois, on va vous demander du coup de choisir une des trois réponses. Hein. Oui, complètement, partiellement conforme au regard de ce qui a déjà été dit, ou absence de démarche agile dans mes projets. Du coup, vous n'êtes pas concerné. On vous laisse répondre pour que nous, derrière, pareil, on puisse réutiliser pour voir si ce genre de sessions-là, elles sont intéressantes ou pas. Alors, on voit que pour le moment, on a du partiellement conforme. Ça veut dire qu'au moins, il y a déjà des premières initiatives qui sont réalisées de vos côtés, ce qui est déjà plutôt positif. Aussi, il y a pas mal de personnes là, qui ont marqué qu'ils étaient totalement conformes. Bravo à vous, j'allais dire. Ça, c'est réellement top parce que dans le cadre d'un développement de projet, vraiment prendre en compte la sécurité, la rechallenger constamment, c'est réellement ce qui va vous permettre d'avoir un produit qui va être finalisé et sécurisé et donc aussi réduire forcément la surface d'attaque de vos applications. Pour les personnes qui voudraient participer, nous donner leur avis, n'hésitez pas à nous rejoindre à menti.com, c'est l'adresse, et le code, il apparaît en haut, 79 46 45 31. N'hésitez pas, on va laisser un petit peu la question ouverte. Je vais rendre la main à Walid, mais je vais laisser un peu la question ouverte pour ceux qui veulent encore nous rejoindre et donner leur avis. Ça marche. Je vois qu'on a encore des réponses qui arrivent, merci, hein, n'hésitez pas à continuer à répondre. Bien. Du coup, pour la suite, on va passer donc au troisième chapitre, où là, l'idée, c'est de
changer un petit peu d'approche, d'aller plutôt sur des projets qui seraient sur des cycles en V. Et donc là, le cas d'usage, ça pourrait être par exemple un projet d'infrastructure qui va soutenir un service qui sera du coup délivré sur Internet par exemple. Alors, sur ce type de projet, en fait, ce qu'il convient d'effectuer lorsqu'on veut faire de la sécurité, enfin lorsqu'on veut implémenter de la sécurité, c'est d'effectuer une analyse des risques qui va permettre d'identifier et de mettre en évidence des vulnérabilités qui ne sont pas forcément liées à l'informatique, hein, mais à la donnée en général. On va dans ce cas de figure, en fait, davantage travailler sur l'expression des besoins du côté du métier. Et sur la base de cette expression-là, on va dérouler des mauvais usages qui seraient possibles, des défaillances qui vont permettre à une personne malveillante de tirer profit donc, de la donnée ou des différents usages, ou bien tout simplement de saboter le projet. Alors, encore une fois, la flexibilité, ça va être le maître mot. Et c'est bien en fonction des enjeux qu'on va souhaiter fixer nos critères qui vont concerner cette étude. Alors, je vais m'expliquer. Pour des projets à faible enjeu, et qui vont être, par exemple, peu exposés à l'extérieur ou tout simplement peu complexes, on va se contenter en fait d'appliquer des mesures de conformité qui vont être issues de référentiels et de guides de bonnes pratiques. Lorsqu'on va élever un petit peu ce niveau d'enjeu-là, on va se retrouver avec un niveau intermédiaire où l'application de référentiels internes qui décrivent des mesures qui sont adéquates peuvent par exemple être pertinentes. Lorsqu'on va arriver à des niveaux d'enjeux qui sont beaucoup plus élevés, donc avec une forte complexité, un fort taux d'exposition, là, en fait, l'analyse de risque, elle se doit d'être complète. C'est-à-dire qu'on va vraiment challenger le métier sur les différents besoins de sécurité qu'il peut avoir. On va aller en profondeur dans la documentation technique. Et sur la base de ces éléments, en fait, on va mettre en évidence des risques qui sont propres au projet. C'est-à-dire que l'étude qu'on effectue sur ce projet-là ne peut pas être déclinée pour d'autres projets. Il va exister différentes méthodologies pour pouvoir effectuer cette identification des risques. Et l'ANSSI propose à ce titre la méthode EBIOS, EBIOS Risk Manager, EBIOS-RM, qui est assez complète et qui, dans son approche, en fait, permet d'identifier des risques qui sont réellement pertinents avec le projet. Alors, en fait, les différentes méthodologies d'analyse de risque vont proposer leur propre vocabulaire. En reprenant donc celui de la méthode EBIOS, on peut tenter de faire le parallèle avec ce que l'on a vu plus tôt dans le cadre de l'ISP autour de la méthode agile. Alors, un événement redouté en fait dans l'analyse des risques, ça va faire écho aux user stories. Tout simplement. On va définir des niveaux de sécurité qui vont correspondre au fonctionnement attendu. Sur la partie donc, mesure de sécurité, ça va tout simplement être l'équivalent des security user stories que l'on poussait, tout simplement lors du développement. Et sur la partie donc, scénario de menace, en fait, ça va être l'équivalent des Evil User Story qu'on avait identifié plus tôt. Et tout simplement, ça va être comment un attaquant pourrait faire profiter d'une vulnérabilité et effectuer des actions qui auraient des mauvaises conséquences sur mon projet. Alors, concernant le cycle en V, rapidement, on peut le décrire. En fait, on va avoir deux phases. Une phase descendante en premier lieu, puis une phase ascendante. Sur la phase descendante, on va étudier les opportunités, la faisabilité et définir de manière générale le cahier des charges. En fait, sur cette première branche-là, l'ISP en fait, va se définir d'un point de vue organisationnel. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va définir des objectifs de sécurité. On va prendre en compte les différents référentiels qui s'appliquent à notre projet et du coup intégrer l'ensemble de ces éléments dans le cahier des charges. Dans la seconde phase, donc ascendante, on va plutôt travailler sur une conception plus fine du cahier des charges, donc définir des spécificités techniques en matière d'infrastructure, d'application et d'hébergement. Et donc, c'est à ce niveau-là que la partie opérationnelle de la sécurité va commencer. En fait, on va produire une conception détaillée d'une analyse des risques, donc plutôt elle va être aboutie à ce moment-là, comme on l'a vu précédemment. Puis, on va intégrer la sécurité d'un point de vue technique dans la phase de réalisation en fonction de ce qu'on aura fixé comme objectif et ce qu'on aura défini de manière spécifique lors de la phase de conception. Et lors de la phase d'exploitation, donc là, le rôle de l'ISP ne s'arrête pas, bien entendu. L'idée, ça va être de garantir que dans la durée, l'ensemble des mesures que l'on a mis en place restent efficaces et effectives.
Alors, donc si je reprends, donc on va faire étape par étape. Donc sur la première étape, donc l'étude d'opportunité, ici l'objectif ça va être de déterminer un niveau de sécurité, enfin un niveau de maturité et de sécurité qui serait adéquat pour notre projet. L'idée ça va être d'évaluer avec une approche qui est assez haut niveau les potentiels risques auxquels on peut s'exposer en choisissant de produire un tel projet, enfin de mettre en place un tel projet. D'identifier du coup les réglementations qui s'appliquent et donc de pouvoir en fait être assez exhaustif sur ces différentes contraintes réglementaires. En sortie de cette étape-là, en fait, on va attendre une position assez précise sur le niveau de sécurité qui est attendu. L'idée, c'est vraiment de trancher sur ce qu'on met, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et ce que l'on souhaite atteindre comme objectif. Et il faut aussi évaluer, bien entendu, les ressources qui seront nécessaires et indispensables pour mener à bien les sujets de sécurisation. Ensuite, sur la seconde étape, donc sur l'étude de la faisabilité. En fait, là, l'idée, ça va être de faire un focus sur l'expression des besoins de sécurité du point de vue du métier. En fait. Et on va s'appuyer principalement sur 4 critères qui vont être la disponibilité de mon infrastructure, par exemple, l'intégrité des données qui y sont hébergées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas modifiées de manière malveillante ou accidentelle, la confidentialité des données, donc que le fait qu'on en prenne connaissance soit limité uniquement aux acteurs qui sont clairement identifiés, et la traçabilité. Lorsqu'on parle de traçabilité, c'est la traçabilité des actions qui sont effectuées sur les données. Par exemple, un administrateur qui mettrait à jour une base de données et qui pourrait potentiellement changer la donnée directement, il faut que ce soit tracé. Il faut qu'on puisse le voir si ça a été effectué ou non. Et donc, c'est sur cette base-là, en fait, qu'on va diriger notre appréciation des risques et ce qui va nous permettre d'être cohérent avec les mesures de sécurité que l'on va proposer a posteriori. Alors, un point qu'il faut noter, ce n'est absolument pas l'interlocuteur sécurité qui va définir les besoins que je mentionnais plus tôt, mais c'est bien le métier qui va en avoir la charge. Parce que qui de mieux que le métier pour connaître le projet et les attentes qu'il doit avoir vis-à-vis de ces critères-là. C'est lui-même qui va pouvoir placer le curseur et qui derrière donc va permettre de travailler sur les objectifs que l'on souhaite mettre en place d'un point de vue sécurité. À ce stade-là, je pense que ce qui peut être aussi intéressant de faire, c'est d'étudier les menaces. En fait, en fonction de la nature de notre projet, on ne va pas être la cible. Les menaces qui vont chercher à nous cibler, les sources de menaces, vont être différentes. En fait, il faut s'assurer que les acteurs malveillants et potentiels qui pourraient avoir à y gagner, à s'attaquer à notre projet, soient clairement identifiés, ce qui va permettre derrière de mettre en place les leviers de sécurité qui sont cohérents. Ensuite, donc, sur la troisième étape, donc la conception générale. L'idée ici, en fait, c'est de formaliser le cahier des charges et d'y intégrer donc nos objectifs de sécurité. On va, du coup, pour ce faire, s'appuyer sur l'expression des besoins, donc à l'étape précédente. Et, par exemple, comme objectif que l'on pourrait se fixer, hein, c'est des exemples, ça va dépendre du projet, ça peut être un très haut niveau de confidentialité des données. C'est-à-dire que j'ai des données que j'héberge qui sont censées être secrètes, avec un fort niveau de confidentialité. Donc l'idée, c'est que j'assure et j'ai garanti que la confidentialité est bien assurée. Ça peut être un objectif de sécurité. Un autre, pour donner un second exemple, ça peut être avoir un taux de disponibilité supérieur à 99% sur l'ensemble des services que je propose. Donc ça, voilà, c'est le métier qui va exprimer donc, des besoins et qui derrière va pouvoir mettre les objectifs de sécurité qui sont pertinents et associés. Ensuite, donc sur la quatrième étape, donc la conception détaillée. Donc avec les différents éléments qu'on a formalisés lors des différentes étapes, on va pouvoir alimenter maintenant l'analyse de risque que j'ai mentionné plus tôt, sur la base des éléments qu'on aura formalisés. Je préfère bien appuyer le fait de bien formaliser l'ensemble des éléments, étant donné que ces éléments-là vont devenir opposables par rapport à l'analyse de risque. L'analyse de risque doit réellement s'appuyer sur de la documentation, sur des choses qui sont précisées, d'où ce fort besoin de formalisation. D'autant plus que l'analyse de risque s'appuie sur de la documentation technique. Donc celle-ci doit être produite et validée
pour pouvoir s'appuyer dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette étape? Oui, la visibilité sur le sujet de sécurité, en fait, qu'on peut avoir à partir de cette étape, ça va permettre de se projeter du point de vue opérationnel et technique. En fait, là, lors de la conception détaillée, l'idée, c'est de formaliser un ensemble de mesures de sécurité qui vont avoir pour but la réduction des risques identifiés. Et en sortie, on obtiendra donc nos risques résiduels qui vont être bien traités avec les mesures, mais qui restent toujours existants, le risque zéro n'existant pas. Donc, l'objectif, en fait, c'est de les réduire suffisamment jusqu'à un niveau qu'on considérera comme étant acceptable. Et donc, je parle de mesures de sécurité, et c'est bien durant la phase de réalisation qu'on va les mettre en place, d'un point de vue technique. D'autant plus que ce qu'on pourrait aussi ajouter, une fois que ces mesures de sécurité-là qu'on a identifiées dans un référentiel sont mises en place, c'est de vérifier qu'elles sont bien efficaces. Et pour ce faire, en fait, on a toute une série de tests qui existent. On va citer par exemple le test d'intrusion, qui consiste tout simplement à tester des composants ou une plateforme en prenant la place d'un attaquant. C'est-à-dire qu'on va travailler donc avec un pentester qui est un hacker éthique et qui va prendre le rôle qu'aurait pris un cyberattaquant malveillant. Donc, il va user des mêmes stratagèmes, les mêmes techniques informatiques pour pouvoir essayer de s'introduire dans le système. Il va essayer de s'introduire, il va aussi essayer de saboter le service ou bien de voler de la donnée. Et en fait, l'ensemble de ces tests-là, ça va permettre au pentester de proposer un rapport qui reprend l'ensemble des techniques qu'il a utilisées et qui ont abouti, et de mettre en évidence donc la vulnérabilité qui a été exploitée, tout en proposant derrière le moyen d'y remédier. Donc, le moyen technique. L'ensemble des moyens techniques qui vont être proposés en fait, peuvent être formalisés dans un plan de remédiation et qui on va appliquer en fait en priorisant selon la criticité du risque qui sera traité. Pour prendre un second exemple de test, on peut aussi réaliser des audits de configuration pour notre infrastructure. Ça va permettre de vérifier que la conformité des différents composants de l'infrastructure sont plus ou moins bien configurés par rapport à l'état de l'art ou bien des guides de configuration qu'on peut utiliser comme référentiel. Ça va permettre d'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise configuration qui, à terme, peuvent ouvrir la voie à des vulnérabilités exploitables par des cyberattaquants. Enfin, lors de l'exploitation de notre service, il convient de s'assurer que le niveau de sécurité est toujours au niveau de ce qui était défini et attendu. Et à ce titre, en fait, ce qu'il faut prévoir, c'est des revues périodiques du projet. Donc, en reprenant par exemple l'analyse de risque et en s'assurant qu'elle est toujours pertinente avec l'état actuel du projet. En sachant que, petite parenthèse, en fait, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, l'analyse de risque, elle est vraie lorsqu'elle est produite, c'est-à-dire en prenant l'état actuel du projet. Mais avec les différentes évolutions possibles du projet et qui vont arriver dans le temps, ça c'est indéniable, en fait, l'analyse de risque peut vite devenir obsolète. C'est pourquoi, en fait, il convient de produire à nouveau l'étude de l'analyse de risque en cas d'évolution du projet qui modifie sa structure, qui modifie ses interactions, ou bien son fonctionnement. Ça, c'était une petite parenthèse. Du coup, durant l'exploitation, en fait, il va convenir de vérifier que le projet dans son ensemble est bien maintenu dans les conditions de sécurité définies. Et c'est ce qu'on appelle la MCS, donc le maintien en conditions de sécurité, pour faire le parallèle avec la MCO, donc le maintien en conditions opérationnelles. Ça va se faire via la mise en place de contrôles réguliers qui vont permettre de rendre pérenne la sécurité du projet. Par exemple, on va mettre en place, par exemple, une politique de patch management, c'est-à-dire s'assurer qu'on patch dans les temps selon des critères qu'on aura définis. Ce qui convient bien de faire aussi, c'est de mener, par exemple, des scans de vulnérabilité de manière périodique afin d'auditer notre système et de vérifier que des vulnérabilités éthiques ou assez élevées n'existent pas. Voilà. Et sur cette base-là, on peut tout simplement ouvrir la discussion sur le sujet de l'homologation juste après, qui est très lié à ce principe d'intégration de la sécurité dans les projets. Mais je pense que suite à cette partie, on peut reprendre quelques questions. On peut reprendre quelques questions et pendant ce temps, je vous propose qu'on retourne donc, sur le petit Menti pendant que vous posez vos questions. Enfin, affiche QR code comme ça.
On vous laisse 2 petites minutes donc, pour revenir sur le quiz. Alors, soit vous scannez le QR code, soit vous allez sur menti.com avec le code 79 46 45 31. Je vais laisser une petite minute. Je vais partager mon écran. Et donc là, la nouvelle question, elle a trait au cycle en V, donc du coup que tu viens de présenter. Et cette question sur le cycle en V, donc c'est encore une fois une question qui va nous servir à nous derrière, donc voir un petit peu quels sont les usages dans vos établissements ou chez vous, dans vos solutions. Lors du développement de vos projets en cycle en V, réalisez-vous l'ensemble de ces 6 étapes. Donc pour rappel, les 6 étapes, elles sont rappelées là: étude d'opportunité, étude de faisabilité, conception générale, conception détaillée, réalisation et exploitation. Alors, c'est précis, c'est soit vous réalisez tout, soit vous en réalisez 80, 50, 30% ou aucune. Je ne vous cache pas qu'on est rassuré que personne ne réponde aucune pour le moment. Vous pouvez oser mettre aucune, de toute façon, c'est anonyme. Tu vois, en moyenne, les gens réalisent 50% des étapes que tu as présentées. Je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est un peu le sentiment général que vous aviez ou ce à quoi vous vous attendez sur ces 50%-là. On est sur une moyenne. Globalement, oui, effectivement. Enfin, c'est assez compliqué d'avoir, on va dire, toutes les étapes de sécurité. Surtout que là, ce qu'on a présenté, ce sont celles de l'ANSSI pour être normalement totalement conformes. L'objectif, en fait, c'est vraiment de s'en rapprocher le plus pour, pareil, toujours limiter la surface d'attaque sur son infrastructure, sur ses produits, sur son entreprise, etc. Et justement, c'est essayer de s'implémenter dans cette démarche de cycle en V, dans cette méthodologie pour justement pour assurer qu'il n'y a aucun risque derrière. Là, on est plus quand même sur une approche par les risques. Et donc, effectivement, effectuer des analyses de risque en entrée, bien réaliser tous les tests de sécurité derrière pour livrer un produit qui est conforme et sécurisé. On va dire c'est ce qui est essentiel aujourd'hui dans les gros projets de développement. Et quand tu dis que l'idéal, c'est de se rapprocher au maximum de cette méthode qui est dictée par l'ANSSI, s'en rapprocher au maximum, il est même complètement possible d'y être conforme. Oui, totalement, effectivement. De toute façon, tous les guides de l'ANSSI, ou même qui sont proposés, sont faits en sorte pour que l'ensemble des projets y soient conformes et justement avoir, on va dire, une ISP qui est totalement parfaite. Justement, l'objectif, c'est juste après d'implémenter les process et les processus en interne pour pouvoir s'en rapprocher et vraiment s'y conformer. Et dans les faits, donc on voit que vous êtes plutôt environ autour de 50% des étapes qui sont faites de votre côté, donc c'est intéressant d'avoir ce retour-là aussi. Effectivement. Le retour terrain. Je te rends la main pour la partie homologation. C'est bon? Oui. Alors, là, ça va être assez rapide sur cette partie d'homologation. L'idée étant d'ouvrir une parenthèse. Donc, on va traiter donc, du sujet de l'homologation. L'idée, donc, comme je viens de le dire, c'est pas de rentrer forcément de profondeur sur ce sujet et de voir que s'il y a un certain intérêt à cette partie-là, on pourra organiser un webinaire qui serait uniquement dédié à cette partie de l'homologation. Alors, rapidement, en fait, l'homologation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait la mise en place d'une démarche qui permet en fait de prendre une décision. Une décision qui sera prise par l'autorité d'homologation, qui va autoriser ou non la mise en service ou le maintien en production d'un service numérique, en fonction des risques de sécurité qui sont identifiés et des mesures qui sont proposées. À partir du moment où les mesures qui sont proposées sont appropriées et réduisent significativement le risque jusqu'à un niveau acceptable, à ce moment-là, on pourra parler donc de validation et de décision d'homologation. Donc ici, on a un rapide exemple de comment pourrait être l'homologation. On pourrait avoir par exemple une homologation provisoire qui est déclarée, étant donné que le service est encore incomplet.
Et il y a en fait une décision finale qui sera donnée après un rythme de croisière qui sera atteint et après l'intégration incrémentale des différents pans fonctionnels qui manquaient. Alors, l'autorité d'homologation, donc, elle va principalement s'appuyer sur des éléments qui vont lui être présentés pour prendre sa décision. Et à partir de ces éléments-là, donc, comme je l'ai dit plus tôt, il y aura 3 cas de figure. Donc, une acceptation des risques qui permet donc une mise en production, une acceptation sous réserve de correction, c'est-à-dire que lorsque les niveaux de sécurité sont tolérables, mais qu'il existe toujours une couche de finition par rapport à certaines mesures qu'on peut appliquer pour qu'elles soient pleinement efficaces, on émet des réserves. Et enfin, c'est le troisième cas de figure, donc le cas négatif où on refuse tout simplement de donner une décision d'homologation, étant donné que le traitement est jugé comme étant insuffisant et que les risques résiduels qui persistent ne sont pas acceptables en l'état. En fait, l'intérêt de l'homologation, en fait, c'est que ça permet de rentrer en conformité pour les projets qui seraient soumis à des contraintes de conformité. Je pense par exemple aux projets qui tombent sous le coup du RGS, qui demandent de mettre en place cette démarche d'homologation. Ça permet aussi de renforcer un projet qui serait homologué sa sécurité dans la durée, étant donné que l'homologation a une date limite. Généralement, en moyenne, on part sur 3 ans. Et qui, donc, lors de la réhomologation, permet de s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux risques qui existent, qui ont été identifiés, ou s'il y a eu un changement significatif ou non du projet. L'un des intérêts qu'il présente, en fait, c'est qu'il embarque de facto la direction, étant donné que c'est souvent la direction dans un organisme qui va jouer le rôle d'autorité d'homologation. Parce que comme la raison, en fait, elle est toute simple, plutôt je l'ai dit, c'est que en fait, la direction est souvent la responsable des risques, elle va être porteuse de ces risques-là. Donc, c'est bien à elle de choisir ou non de les accepter. Donc voilà, quelques petits conseils pratiques qui vont concerner l'homologation. Donc, c'est de débuter cette démarche assez tôt. Le fait de maîtriser le calendrier et de ne pas être contraint par les nécessités opérationnelles est un plus, bien entendu. Le fait de désigner une personne qui sera en fait référente sur le projet d'homologation, qui va suivre le projet tout du long et s'assurer qu'on travaille bien sur cette démarche-là, c'est quand même très important. Et bien entendu, et comme je l'ai dit plus tôt, pour le sujet de l'analyse de risque, il faut s'appuyer sur des documents écrits qui soient explicites et sans ambiguïté. Voilà concernant cette partie homologation. Et donc, on revient à moi. Enfin, il y a cette slide, c'est que c'est à mon tour d'intervenir. On vous invite à reprendre le petit sondage pour une dernière petite question. Alors, 2 petites questions, mais en une salve. Hop, je vais vous présenter mon écran. Donc, une petite question sur l'homologation. Commencer. Donc, cette question sur l'homologation, donc là, la question qu'on a pour vous, c'est êtes-vous engagé dans une démarche d'homologation? Les uns les autres, est-ce que oui ou non? C'est des choses dans lesquelles vous êtes déjà embarqués. Principalement pas. C'est intéressant. Pourquoi elle est intéressante cette question? C'est parce que juste après, on va vous demander quels sont les sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines sessions collectives. Alors, relativement à la cybersécurité, principalement. Donc, n'hésitez pas si vous pensez que plus de détails sur ces sujets d'homologation, ça pourrait vous intéresser à mentionner cette partie-là, par exemple. Principalement, donc, les réponses se retrouvent un petit peu. On a 13 d'un côté, 20 de l'autre, mais oui, on a une majorité de personnes qui ne sont pas engagées dans une démarche d'homologation. Canada, très bien. Et donc, du coup, la question suivante, cette fois-ci, quelles sont les thématiques cyber que vous souhaitez que nous abordions dans les prochaines présentations? Et là, on va vous laisser répondre de votre côté pour que nous, on ait un ordre d'idée de notre côté.
À savoir qu'il y a déjà une session que Julien t'avait faite récemment sur l'introduction cyber, si tu veux en dire C'est quelque chose. ça, effectivement, je pense que ce webinaire reviendra peut-être prochainement dans les mois à venir. L'objectif de cette présentation, c'était d'évoquer, on va dire, les premières démarches de cybersécurité à réaliser, que ce soit par exemple comprendre des concepts de base avec qu'est-ce qu'on sous-entend derrière la sécurisation d'un mot de passe, pourquoi il va être important d'utiliser un antivirus, comment on va gérer sa gestion des identités et des accès, par exemple à l'aide d'un bastion, etc. Vraiment, l'objectif, c'était de sensibiliser et de s'initier dans une démarche cybersécurité. On a pas mal le HDS qui revient dans les réponses. On a aussi le PCA-PRA. Homologation RGS, donc un focus sur le RGS. Ok. N'hésitez pas à continuer à répondre. On ne voit pas tout sur l'écran, mais nous, de notre côté, on récupérera tout pour faire un petit peu un résumé. Donc là, on vous demande un peu les thématiques pour les prochaines sessions. Ensuite, on va vous partager un petit questionnaire de satisfaction. Donc là, côté innovation, on projette à chaque fois sur toutes nos sessions collectives, sur toutes les thématiques. L'objectif de ce questionnaire, ça va être aussi d'avoir votre retour sur cette session et aussi potentiellement ce que vous verriez comme évolution. Donc là, par exemple, je vois avoir un webinaire pour les éditeurs. N'hésitez pas à développer ce besoin-là dans le questionnaire de satisfaction qu'on va vous transmettre juste après, voir un petit peu ce que vous verriez pour un questionnaire plus focus éditeur, comment vous le verriez tourner, sur quelle thématique. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, bien sûr. Il y a la question, aura-t-on le support de présentation et le replay? Donc, je confirme bien que oui, vous y aurez accès. Alors, question de Romuald. De ce que je comprends, l'ANS demande que les éditeurs homologuent leur logiciel, sachant que le Ségur le demande aussi au travers du test passif. Alors là, aujourd'hui, en fait, ce webinaire, c'est plus une présentation assez globale de ce qu'est l'intégration de la sécurité dans les projets. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de ce qu'il faut faire obligatoirement et à qui ça s'adresserait en particulier. Ici, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse de se plonger dans ces thématiques sécurité, de pouvoir avoir une première approche, d'avoir quelques billes, quelques éléments, s'ils souhaitent derrière mettre en place de l'ISP au sein de leur organisme. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, et sinon je te redonne la main. N'hésitez pas pour vos questions. Hein. L'objectif, le webinaire, il est volontairement prévu sur 2 heures. On sait que nos présentations durent un petit peu moins. L'objectif, c'est justement qu'on puisse prendre toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Si vous avez besoin également, on peut revenir sur l'accompagnement innovation X cyber. Qu'est-ce qu'on fait en commun? Qu'est-ce que c'est que nos cyberdiagnostics? On peut développer un petit peu plus si vous voulez. Et très bien, on prend en compte ce point intéressant de présenter les différents projets actuels de l'ANS. Ça, de la même façon, on vous invitera à détailler dans le questionnaire de satisfaction qu'on va vous présenter. Je ne sais pas si tu as encore des slides. Non, possible. S'il reste juste le petit questionnaire que tu peux repartager, je pense que ça sera bon. Et bah, du coup, pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, donc ce serait intéressant de présenter les différents projets actuels de l'ANS. On vous invite à vous rendre sur un petit questionnaire de satisfaction donc pour exprimer votre ressenti vis-à-vis de la session qui vient d'être présentée. Pardon. Donc, implantation d'une démarche de cybersécurité dans les projets. L'objectif ici, ça va être de vous demander un petit peu quel est votre retour, qu'est-ce que vous auriez fait différemment et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans de prochaines sessions, des méthodologies différentes, des sujets différents. N'hésitez pas à nous faire votre retour. C'est vraiment 2 petites questions, hein, donc une note et un commentaire. Donc ça nous aiderait pas mal si vous pouviez répondre à ce questionnaire-ci. Merci Julien qui a repartagé effectivement le lien dans le chat. Une idée sur les aides et accompagnement, du coup Julien, je te laisse peut-être redire ce que tu disais en début. Oui.
Alors justement, là, pour rebondir sur l'accompagnement innovation X cyber, comme tu l'as expliqué, Alice, on va principalement réaliser plusieurs actions, notamment dans un premier temps, on va dire une expression, définition du besoin pour comprendre votre périmètre, donc tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de votre produit, et voir peut-être les points un peu, on va dire, saillants sur lesquels nous, on va pouvoir vous conseiller et pouvoir vous accompagner. Ça, c'est dans un premier temps ça, vraiment définition, compréhension de votre besoin au niveau produit et entreprise. Ensuite, on a plutôt un deuxième volet qui va être autour ce qu'on appelle, nous, en interne, les cyberdiags, où donc là, l'objectif, c'est durant une session de 1 heure et demie environ, vous venez effectuer un atelier avec des experts cybersécurité on va parcourir ensemble, globalement, un questionnaire de 40 questions environ sur plusieurs thématiques qui vont du fonctionnel ou plus technique, c'est-à-dire qu'on va traiter par exemple tout ce qui va être gouvernance, gestion des risques, sécurité, infrastructure, comment vous avez développé votre produit, les mesures de sécurité justement pour limiter la surface d'attaque, la détection, les sauvegardes, etc. C'est vraiment, on essaye de parcourir globalement pas mal de thématiques pour que vous, à l'issue de ce cyber-diag, vous ayez, on va dire, un score de maturité, donc tant au niveau, on va dire, de votre entreprise que de votre produit. Et aussi, bon, actuellement, nous, on essaye de développer et d'étoffer encore cette offre pour vous proposer on va dire un accompagnement complet et voir comment on ne pourrait pas aussi faire évoluer, grâce à vous, ce cyberdiagnostic pour que, par exemple, on puisse après, dans un second temps, vous proposer des plans d'action peut-être à réaliser sur l'année à venir, une sorte de priorisation de vos actions. Ce qui est important de noter aussi, c'est que donc, du coup, ces cyberdiag, ils s'adressent uniquement aux entreprises innovantes, donc start-up ou autres entreprises innovantes. Donc, pour vous inscrire, vous nous écrivez à innovation@isanté.gouv.fr. Vous avez le lien juste là sous les yeux. Ce qui est important de montrer aussi, c'est que l'objectif de ces sessions-ci, c'est pas de pointer les startups ou les entreprises qui vont faire les choses mal. C'est au contraire d'anticiper le traitement cyber dans les entreprises pour qu'on ne vienne pas comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, prendre la problématique dès le début pour accompagner. La note qui est donnée, c'est une note qui est vraiment indicative et donc qui a absolument pas pour objectif d'être publiée ou pointée plus tard. Exactement. C'est vraiment juste à titre informatif pour vous et justement vous situer un peu, avoir un avis extérieur parce qu'il est compliqué aussi de temps en temps de prendre du recul lorsqu'on a la tête dans certains projets. Donc là, nous, c'est justement vous apporter un peu cette expertise et cette vision extérieure pour que vous puissiez améliorer encore plus la sécurité soit de votre entreprise, soit de votre projet. Et du coup, comme l'a souligné Alice, pour s'inscrire à ces cyberdiags, vous pouvez directement contacter l'équipe innovation avec l'adresse mail que vous voyez affichée à l'écran. Et après, on pourra ensemble planifier une session. Et en réponse, est-ce que ce sont les mêmes aides que la région Île-de-France? Non, c'est vraiment deux choses différentes. Nous, notre offre, elle est vraiment ciblée entreprises innovantes. Ça, c'est important quand même de le noter. C'est que nous, on s'adresse vraiment aux entreprises innovantes et les cyberdiags que vous proposez, les questions sont vraiment destinées à ce type d'entreprise et pas adaptées pour d'autres. C'est ça. Principalement, en fait, les questions se situent à un niveau, on va dire, pour des entreprises de petite taille ou des entreprises de taille moyenne, qui n'ont pas les mêmes capacités à faire que, par exemple, une grosse entreprise de plus de 400 collaborateurs avec peut-être des ressources dédiées à la cybersécurité. Là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre vos actions, ce que vous avez pu mettre en place et essayer de peut-être mettre quelques points à risque en lumière. Il y a une question un peu plus tôt que je vais reprendre. Donc, c'est avez-vous déjà un listing des choses que l'homologation pourra demander? Alors, en fait, chaque organisme va définir lui-même comment il souhaite mettre en place sa démarche d'homologation. Mais pour donner quelques éléments de réponse, on peut partir sur la base de ce qui est fait aujourd'hui à l'ANS. En fait, aujourd'hui, quand on fait une homologation de projet ANS, ce que l'autorité va attendre comme input,
comme élément. Ça va être une analyse des risques, dans un premier temps, le plan de traitement des risques qui est associé, et de savoir si ce plan de traitement des risques a bien été intégré dans le projet. C'est-à-dire qu'on a bien mis en place ces mesures de sécurité. Sur les audits, du coup, un peu plus techniques, on va avoir donc des tests d'intrusion qui vont être menés, notamment sur les parties qui sont exposées avec l'extérieur, avec un réseau externe ou avec Internet. Et de ce test d'intrusion va découler, encore une fois, un plan de remédiation. Et est-ce que l'ensemble des mesures de ce plan de remédiation sont-elles appliquées ou pas? Si elles ne le sont pas, pour quelles raisons? Et on peut avoir, en fait, comme ça, tout plein d'audits qui peuvent être déclinés. Sans être exhaustif, on va avoir de la revue d'architecture, on va avoir de l'audit de configuration, comme je le mentionnais plus tôt. Et en fait, c'est à chacun de définir qu'est-ce qui serait potentiellement attendu. Mais le principe de l'homologation, c'est pas forcément d'avoir un listing préétabli des éléments qu'il faut communiquer. C'est plutôt de dire, voilà, on a fait tel travail pour s'assurer que les risques sont tous bien identifiés et identifiés comme il fallait. Et voilà les moyens, les mesures de sécurité que l'on met en face pour pouvoir les réduire jusqu'à un niveau que l'on tolère ou que l'on considère comme étant acceptable. En fait, c'est ça le principe de l'homologation et c'est l'idée que l'ANSSI souhaite pousser derrière. Peut-être qu'on va attendre d'autres questions, s'il y en a. Alors, les tests d'intrusion. En fait, les tests d'intrusion, généralement, c'est rare qu'un organisme, une entreprise possède ses équipements locales. Ça existe, mais c'est assez rare. Généralement, on va se tourner vers des prestataires dont c'est le métier, qui ont des ressources qui sont expertes en la matière, qui sont outillés pour pouvoir mener les tests conformément à l'état de l'art. Et donc, on va les solliciter. On va leur demander de mener des tests sur une période qui peut aller de 1 à 2 semaines, en fonction de la complexité, en fonction de la taille du projet. Et à l'issue de ce temps de travail, va nous être remis à nous, par exemple, un document, un rapport d'une trentaine, quarantaine de pages, qui va définir en fait l'ensemble des moyens techniques utilisés pour essayer de compromettre notre projet, notre système, et les vulnérabilités qui sont décelées, ainsi que les mesures de remédiation à mettre en place pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces vulnérabilités. On n'a pas d'autres questions, peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Walid. Oui, s'il n'y a plus de questions. Donc nous, on vous recontacte pour vous envoyer notamment le support à la suite de la session. De la même façon, n'hésitez pas à nous écrire à innovation@isanté.gouv.fr. Nous, on fait le relais derrière avec les équipes cybersécurité au besoin. Si c'est bon pour vous, en tout cas, on espère que la session vous aura plu. On reprend bien sûr tous vos retours dans le questionnaire de satisfaction. J'ai vu également qu'il y avait des personnes ici qui disaient qu'il y avait aussi des besoins pour d'autres types d'acteurs que des entreprises. Donc ça aussi, ça sera remonté pour être organisé par d'autres équipes, par exemple. On note tout ça. Merci beaucoup de vous être connectés aussi nombreux et on vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Au revoir.